Nous sommes de retour, on va donc parler de la Maison des droits humains qui est inaugurée aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Edgar Schotz, le président de la Ligue des droits humains. Bonjour. Bonjour. Alors je dis que c'est la Maison de la Ligue, c'est pas tout à fait exact, hein. Vous êtes plusieurs associations dessus, il y a le pendant néerlandophone et européen aussi. J'imagine que c'est tout de même un grand jour. Il remonte tout de même le projet, c'est pas quelque chose de récent, le projet date. On a retrouvé dans les archives un projet des années 80. Donc on a toujours été locataire à la Ligue. Et ça fait évidemment très longtemps qu'on se disait que pour assurer notre stabilité, ce serait bien, comme tout ménage finalement, d'être propriétaire de nos briques. Mais les circonstances financières ne le permettaient pas. Et puis c'est une très belle histoire en fait. Enfin, à la fois très triste et très belle. C'est Michel Vizard, votre confrère de la RTBF, qui est venu nous trouver. Comme vous le savez, il a perdu sa fille dans les attentats de Bruxelles. Il a hérité de son appartement. Pour reprendre son expression, il ne comptait pas faire ses delaises avec ça. Et il a dit à la Ligue, si vous avez un projet à me proposer, je suis prêt à vous soutenir. Et donc le fait qu'en plus, la Maison des droits humains s'installe avec cet appui initial déterminant de Michel Vizard à Molenbeek, ça donne vraiment beaucoup de sens à ce projet. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Oui, on sent que ça donne du cœur à l'initiative. Vous en avez parlé de manière assez objective en début de réponse, en disant que voilà, comme un ménage, maintenant vous avez une sorte de stabilité, de sécurité aussi financière. Ça vous permet de voir l'avenir plus sereinement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des projets qui peuvent se concevoir sur du plus long terme aussi. On voit les choses différemment. Oui, c'est-à-dire que au fond, les droits humains, ils sont pas régionaux ou communautaires. Ils sont même pas belges. Ils sont mondiaux. Et donc, pour prendre un exemple, on remarque que l'essentiel de notre activité, c'est une activité juridictionnelle. C'est contester des normes devant les cours et tribunaux, enfin au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle. On remarque que quand on fait ces recours à la Cour constitutionnelle, séparément, la Liga d'un côté, la Liga voor Mensenrechten, notre pendant flamand, et nous d'un autre côté, ça marche beaucoup moins bien que quand on le fait ensemble. Donc au-delà de la proximité physique, je pense que ça va accroître notre impact et notre efficacité de pouvoir travailler avec nos homologues flamands. Et sans doute le fait de travailler avec la FIDH, qui est la troisième association, donc la Fédération internationale des ligues des droits humains, dont le siège est à Paris, mais qui a son antenne européenne, enfin pour ce qui concerne l'Union européenne à Bruxelles, ça nous donnera aussi l'occasion de sans doute étendre un peu notre champ d'action au niveau européen, dont on sait très bien à quel point il est déterminant, par exemple en termes d'asile et d'immigration. Alors des synergies qui existaient déjà avant que vous inauguriez cette maison et que vous soyez tous dans les mêmes locaux, mais est-ce que là maintenant il y a moyen de concevoir les choses, d'aller encore plus loin quand vous recevez des gens? Est-ce qu'il y a des synergies qui peuvent se faire au quotidien de manière parfois indirecte ou même informelle? Oui, c'est ça, autour de la machine à café, autour de la photocopieuse. Au fond, ce qui se passait avant, c'est qu'on collaborait déjà, mais on collaborait plus tard. Ici, dès l'amorce d'un projet, en fait, on va pouvoir discuter ensemble, on va pouvoir se coordonner et aller d'une certaine façon et plus vite et plus loin. Puis ce sera l'occasion pour nos homologues néerlandophones qui, je ne l'ai pas précisé, déménagent. Nous, on déménage de la rue du Boulet au centre-ville vers le boulevard Léopold II. On y reviendra, j'espère que le nom va changer. Mais nos homologues flamands, eux, déménagent de Gand vers Bruxelles. Donc c'est quand même symboliquement une marque importante et puis un grand saut pour eux. Et donc ce sera l'occasion pour eux d'améliorer leur français et pour nos salariés, même notre équipe d'administrateurs, d'améliorer notre néerlandais. Ou alors vous parlerez tous anglais, vu qu'il y a une association internationale aussi. C'est possible aussi. Quand on fera des réunions à 3, ce sera sans doute en anglais. Mais on reviendra d'ici un instant sur le futur nom du boulevard où vous allez vous situer. Mais avant cela, ce projet, il n'aurait pas été possible sans un généreux geste, un généreux don. Mais il y a également des plus petits donateurs. Vous avez fait un appel à participation, un crowdfunding aussi. Il y a une forme de remerciement, j'imagine, parce que quand on participe à ce genre de projet, il y a toujours des rewards, on est censé recevoir quelque chose après. Comment ça s'est passé avec eux? Eh bien non, nous, alors
pas de reward, j'exagère un peu, mais donc on a en effet reçu 3500 dons pour un montant total de 330 000 euros de petits donateurs, et on les a tous invités ce soir. Heureusement, ils ne viennent pas tous, parce que la maison a beau faire 500 mètres carrés, on ne pourrait pas tous les recevoir en un coup, et donc on leur offre un verre ce soir. Mais il n'y avait pas de rétribution promise, si ce n'est de continuer à défendre autant qu'on le peut et aussi bien qu'on le peut les droits humains, et je pense que les donateurs n'attendaient pas de rétribution. C'est d'ailleurs assez drôle, on a invité que les gens qui ont donné, donc on a reçu quelques demandes d'échevins ou de ministres d'être invités. On a eu le plaisir de leur répondre qu'ils n'avaient hélas pas donné, ils n'étaient donc pas invités ce soir. Ils en ont assez des invitations, voilà, du genre, de toute façon. Je m'inquiète pas trop pour eux. Avant de s'intéresser au nom du futur boulevard, vous nous avez dit en préparant cette interview que parfois vous vous êtes confronté à une sorte de problématique. C'est, vu qu'on parle souvent de la Ligue dans des affaires juridiques, des gens vous contactent parfois pas avec les mauvaises intentions, mais avec les mauvaises informations du moins. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas hésiter à nous contacter, mais d'une certaine façon, vous savez, la Ligue des droits humains, je pense, dans l'imaginaire populaire, c'est parfois un peu comme le roi, c'est le dernier recours, en fait. On ne sait plus qui contacter, et alors on nous contacte, et il est vrai que nous traitons très peu de cas individuels. Comme je le disais en début d'interview, l'essentiel de notre action, outre une action d'éducation permanente, de formation, d'organisation de débat, c'est une action de ce qu'on appelle recours juridictionnel, donc vraiment où on fait du contentieux objectif, on conteste des normes, des lois, des décrets devant le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle, et on s'occupe très peu de cas individuels, pas que ça ne nous intéresse pas, mais on serait tout simplement débordé par les demandes. Alors on le fait parfois quand on estime que les causes sont ce qu'on appelle significatives, et qu'en gagnant un cas individuel, on fera évoluer toute une jurisprudence et éventuellement des pratiques institutionnelles. C'est ce qui s'est passé quand on s'est joint à la plainte de cette dame qui n'avait pas été engagée par la STIP parce qu'elle portait un foulard. On s'est dit, tiens, si on gagne cette affaire-là, alors probablement les pratiques vont changer dans les institutions publiques à Bruxelles, et il semble que ce soit le cas. Donc, que les gens n'hésitent pas à nous contacter, mais qu'il n'ait pas trop d'attente quant à la possibilité qu'on puisse les accompagner dans une action juridique. Ça arrive, mais c'est rare. On va parler d'un sujet un petit peu plus léger, mais qui a tout de même son importance. Ça revient souvent dans l'actualité ces dernières années. Des changements de nom. On a eu des rues, on a des boulevards, on a eu un tunnel. Vous avez une volonté aussi. Vous vous situez sur le boulevard Léopold II. Vous aimeriez que ça change ? Bah oui, et Léopold II, c'est pas léger au fond. Hein. Historiquement, c'est vraiment pas léger. Un changement de nom, c'est léger, mais c'est vrai que le symbole d'avoir une Ligue des droits humains, boulevard Léopold II, ça a quelque chose de gentiment surréaliste, si on veut le voir du bon côté. Et on se dit que notre fondatrice, la fondatrice de la Ligue, dont on a un peu oublié le nom, malheureusement, aujourd'hui, qui s'appelle Régine Orfinger-Carlin. Je dis qu'on a oublié son nom parce que quand elle est morte, il y a au début des années 2000, je pense que c'était en 2004, vous avez eu toute une page d'hommage dans le New York Times. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très connu à son époque, chef d'un réseau de résistance, et c'est finalement tout à fait un très bon raccourci de ce que peut faire la Ligue. Donc c'était une chef de réseau de résistance, son mari est mort en déportation, tué par les nazis, et elle s'est battue après-guerre pour le droit des collabos à un procès équitable. Donc, voilà, une grande dame dont on se dit qu'elle mériterait un boulevard, d'autant plus qu'on se rend compte que les noms de rues sont quand même encore très souvent masculins. Et je pense que tout le monde aurait à gagner à remplacer Léopold II par Régine Orfinger-Carlin. Alors là, c'est une petite requête informelle lors d'une interview sur BX1, mais il y a une demande plus concrète ? Donc, la région bruxelloise sera présente ce soir à l'inauguration. Vous étiez invités donc, eux étaient invités parce qu'ils nous ont donné un subside. Et donc, on en est au stade des discussions informelles. Et évidemment, pour un aussi grand boulevard, c'est compliqué. Donc, c'est une voirie régionale. C'est pas la commune qui peut s'en occuper. C'est à la région de le faire. Et moi, j'aurais tendance à penser qu'on peut changer de nom tout en gardant pour le courrier, etc., l'ancien. Voilà, que les gens ne doivent pas tous changer leur papier en tête quand ils ont des entreprises, etc. On peut avoir une période de coexistence de quelques années. Mais voilà, on est en train de s'intéresser au dossier avant de faire la demande formelle. Et on a du mal à imaginer qu'une fois que la demande formelle sera faite, il y ait une levée de bouclier pour garder Léopold II. Effectivement, merci beaucoup Edgar Schatz d'être venu nous voir en studio. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des droits humains qui inaugure sa maison aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.